Au sommaire de ce journal, les députés nationaux ne se sont pas accordés sur la poursuite du débat sur la loi électorale. Le G13 a claqué la porte, demandant ainsi au bureau de prendre en compte leurs desiderata. Un Mbuji-Mayi et un conflit foncier qui vire à des affrontements à l'arme blanche entre communautés qui a été à la base d'énormes dégâts. Les détails dans ce journal. Et puis au Cameroun, 11 personnes ont perdu la vie dans un crash d'avion des passagers d'un aéronef qui s'est écrasé mercredi dans la forêt. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre journal. On commence par la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu qui serait sous la menace d'une attaque terroriste d'après l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Dans une note publiée sur son site internet, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa précise que l'attaque pourrait avoir lieu sur un bateau non encore spécifié au départ de Goma sur le lac Kivu. Washington conseille les citoyens américains présents à Goma ainsi que les Congolais à éviter les foules et à rester vigilants. À l'Assemblée nationale, les députés membres du G13, auteurs de la proposition de loi modifiant la loi électorale, ont claqué la porte de la plénière de ce jeudi après rejet de la motion d'ordre initiée par leur collègue Deli Sessanga. Devant la presse, Jacques Njoli a, au nom du G13, exigé le respect de l'esprit parlementaire en organisant un débat avant plutôt que les options ne soient levées. C'est une plénière très tendue à l'Assemblée nationale où les députés sans l'opposition ont été convoqués pour prendre des grandes options concernant la poursuite du débat sur la loi électorale. Sur place, une motion a été votée pour priver la parole aux initiateurs de la loi dite Lokondo, prétextant qu'il y a déjà eu un débat général à l'issue duquel les textes a été déclaré recevable, ce qui désengage les initiateurs de la loi. Cela veut dire que les auteurs en sont dessaisis. Ça devient un document de la plénière de l'Assemblée qui va l'envoyer à sa commission. Sinon, honorable président, il y aura réouverture des débats. Le G13 se sentant concerné ont quitté la salle, dénonçant le manque de débats sur des questions essentielles, soupçonnant une manœuvre pour tordre l'esprit et la lettre de la loi et en enlevant à la loi la traçabilité des résultats bureau de vote par bureau de vote. Objectif, s'assurer du contrôle de la CENI. Il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats aura lieu au niveau de la commission. Nous ne redoutons rien, nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit du parlementarisme. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée recevable. Donc, elle doit aller en commission pour débat. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Or, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options. Donc, nous croyons que nous pouvons être dans la salle ou hors de la salle. Ça ne change absolument rien. En dehors de l'hémicycle, quelques mouvements associatifs et étudiants sont venus aussi contester ce qu'ils appellent le passage en force du débat sur la loi électorale, exigeant, en passant, un consensus de toute la classe politique autour des questions majeures électorales. Consensus, nous voulons consensus, nous voulons consensus, nous voulons. Pour le G13, c'est le décor des contestations des élections qui veut être planté au cas où la loi électorale Lokondo telle que proposée n'arrivait pas à passer. Je le disais en titre, des nouveaux affrontements sanglants signalés dans le territoire de Katonda au Kasaï oriental. Des communautés en passe de cohabitation se sont affrontées à la machette et autres armes blanches à la base. Un conflit foncier qui date des décennies. Explication à Mbuji-Mayi de notre correspondant Emmanuel Kalonji. Ils sont plus d'une centaine qui se sont réfugiés dans les villages voisins ou dans la brousse. De part et d'autre, de Benakapuya, Benamwembia et Benanchimba.
Femmes, enfants et vieillards pour la plupart se sont déplacés vers Bakwamulumba, village voisin, ou dans la cité des Katanda à cause des nouveaux affrontements. Des sources sur place rapportent qu'en fin de la semaine passée, un groupe de Bena Kapuya, les deux femmes d'un chef de localité. Ces femmes ont été retrouvées le lendemain, l'une morte à coups de machette et l'autre en vie avec des blessures graves. C'est la cause des affrontements entre ces deux villages voisins. Précision du coordonnateur de la société civile locale, Gilbert Kamunga Kafor. Le ministre provincial de l'Intérieur assure que pour le moment la situation est calme grâce à l'intervention de la police. Denis Kalombo Ilunga dit également son souci de voir ces conflits entre communautés prendre fin une fois pour toutes. Pour le moment, il s'observe une paix relative et nous pensons que la police a maîtrisé les quelques personnes qui sont en train de fomenter des troubles à cet endroit. Je pense qu'il faudra que nous puissions y réfléchir maintenant d'une manière pérenne, de façon à trouver une solution à cette cohabitation qui commence à devenir assez difficile pour nous. En rappel, au mois d'avril dernier, des affrontements entre les mêmes communautés, Bena Kapuya et Bena Mwimbia d'un camp, contre les Bena Shimba un autre, avaient fait un mort, plusieurs blessés et des maisons incendiées de part et d'autre. Fin mission de jumelage pilote des institutions politiques des provinces de Kinshasa et Haut-Uélé. Le communiqué final conjoint sanctionne les séances de travaux et la visite de terrain par la délégation des élus provinciaux de Kinshasa pour palper du doigt les désenclavements routiers dans la province du Haut-Uélé. C'est la lecture de ces rapports finaux qui sanctionne la fin des missions de jumelage des élus provinciaux de Kinshasa à Isiro avec la province du Haut-Uélé. Pendant son séjour dans le Haut-Uélé, la délégation haute a successivement tenu des séances de travail avec leurs estimés collègues de la place ainsi qu'avec le gouvernement provincial du Haut-Uélé. Tablant sur l'actualité mondiale axée sur la gestion de l'environnement, des échanges fructueux ont également exploité les questions suivantes. La stabilité des institutions provinciales, le fonctionnement politique et administratif de leurs institutions sœurs, les initiatives de développement de leurs entités respectives dans les différents secteurs, le suivi de l'atelier sur le programme de développement local de 145 territoires. Les deux parties s'engagent à asseoir des mécanismes officiels de mutualisation des expériences et des initiatives par la signature d'un protocole d'accord de jumelage entre la province du Haut-Uélé et la ville-province de Kinshasa qui devra intervenir dans les prochains jours. Ainsi, la délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé est attendue dans les prochains jours à Kinshasa. Bien avant cela, les députés provinciaux de Kinshasa ont eu des séances de travail avec leurs collègues du Haut-Uélé ainsi que l'exécutif provincial en vue de ces jumelages pilotes de Kinshasa et du Haut-Uélé. Mercredi 11 mai dernier, ces hôtes de la province ont effectué la visite des terrains pour s'enquérir du désenclavement effectif du réseau routier du Haut-Uélé, d'Isiro à Bavadili, en passant par Ibambi, Bolebole et Mambati, soit 340 km en aller et retour en une journée, ce qui était impossible avant l'arrivée de l'exécutif passé à Nenanga. Dans l'actualité également, la ministre de la formation professionnelle et métiers a échangé entre autres avec le directeur général de l'ICSN, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et la présidente du conseil d'administration de l'ONG belge. Plusieurs questions ont été posées au cours de ces discussions, notamment l'encadrement des jeunes dans diverses filières et l'étude d'un partenariat entre l'ICSN et le ministère. L'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo, Carlos Robles, est venu s'enquérir des retombées du récent voyage de la patronne de la formation professionnelle et métier dans son pays afin d'y rencontrer les responsables de la firme espagnole Ebidon International SA, spécialisée dans la conception et fabrication des équipements didactiques destinés à la formation professionnelle. Quant à Vital Banyamoussizé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il a accompagné des partenaires belges œuvrant dans l'insertion des jeunes de la rue ou en situation difficile. À travers 3 centres de formation, ces jeunes sont encadrés dans plusieurs filières en vue de les rendre utiles à la société. Pour sa part, Antoinette Kipoulou a évoqué les différents projets en herbe qui cadrent avec les ambitions de ses interlocuteurs et au-delà
avec la vision du chef de l'État qui tient à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo par la formation. Cécile Mwando, présidente du conseil d'administration de l'ONG belge, a présenté 2 projets à la patronne de la formation professionnelle et métier. Le premier en rapport avec l'organisation d'une formation de plus de 1400 jeunes de toutes les communes de Kinshasa en informatique. Le second concerne l'industrialisation de la production des chikwang, ce métier prisé par beaucoup des Congolais, voire les étrangers. Je suis venu voir Madame la ministre pour exprimer le désir de nous accompagner en tant que formatrice pour la promotion des jeunes et la promotion des mamans ici dans la ville de Kinshasa. Avec Olivier Mouchiete, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il était question de poursuivre les pourparlers entamés dès son avènement à la tête de ce service, dont l'une des 80 réserves des chasses regorge le centre de formation professionnelle de ce ministère. Après l'entretien à huis clos, s'en est suivi une séance de travail sous la présidence de la patronne de la formation professionnelle et métier qui a mis autour d'une même table les experts du ministère de la formation professionnelle et métier et ceux de l'ICCN. Selon les discussions, le protocole d'accord qui devrait regenter le partenariat entre ces 2 services publics devrait être global, donc national. La formation professionnelle et métier, en intelligence avec l'ICCN, s'engage maintenant dans un processus de grande ampleur, qui doit servir à tout le monde. Comme vous le savez, ici, au ministère de la Formation, vous êtes évidemment très préoccupés par toute cette jeunesse congolaise qui est insuffisamment formée, qui est désœuvrée, etc. Or, nous savons tous que pour accéder au travail, c'est très important d'avoir une formation, ou même ceux qui sont déjà au travail, d'avoir des renforcements. Somme toute, la partie ICCN est chargée de concevoir un draft de protocole d'accord qui devrait être discuté entre les experts. Pas des survivants dans le crash d'un avion au Cameroun. Les 11 passagers de l'aéronef qui s'est écrasé mercredi dans une forêt au centre du pays sont morts, selon la radio d'État. L'appareil de la Cameroun Oil Transportation Company exploite un pipeline de pétrole dont le type et la marque n'ont pas été révélés, avait décollé en début d'après-midi de l'aéroport de la capitale Yaoundé pour rallier la station de pompage dans le nord-est du pays. Place à présent rappel des principaux titres. Les députés nationaux ne se sont pas accordés sur la poursuite du débat sur la loi électorale. Le G13 a claqué la porte, demandant ainsi au bureau de prendre en compte leurs desiderata. À Mbujima, un conflit foncier qui vire à des affrontements à l'arme blanche entre communautés a été à la base d'énormes dégâts. Les détails, vous l'avez vu dans ce journal. Et puis au Cameroun, 11 personnes ont perdu la vie dans un crash d'avion des passagers d'un aéronef qui s'est écrasé mercredi dans la forêt. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu